Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. C'est une fuite en avant permanente. On arrive à une inversion complète des valeurs. On est dans une impasse politique totale. Quand on empêche les gens de discuter, et ben derrière les gens vont dans la rue. Ils veulent remplacer la France. La France est le pays le plus attractif d'Europe. Rire. Voilà, normalement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est terrible, la prochaine catastrophe qui arrive, le prochain complot d'Ursula et Albert Bourla. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux. Cherchez à qui profite le crime. Ça fait je sais pas combien de temps que je sonne du tocsin. Il faut rendre la parole au peuple. Le peuple, c'est le souverain. Il faut arrêter de baisser les bras en disant que tout est terminé. Retrouvons la volonté, retrouvons l'intelligence. Imagine all the people. Corps à corps. Alors aujourd'hui, un corps à corps musclé avec mes deux chroniqueurs préférés. Il faut que j'arrête de dire ça parce que après je reçois des messages en fait des autres chroniqueurs qui me disent quoi, on n'est pas les préférés. Donc nous sommes aujourd'hui et on avance sur tous les jeudis où on les retrouve d'habitude avec Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour Alexandre Langlois, bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clément. Bonjour Clémence, bonjour Régis. Salut Alexandre. Et je rappelle à vous tous, Alexandre Langlois, ancien policier, secrétaire du syndicat Vigie, auteur de L'ennemi de l'intérieur aux éditions Talma et de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma également. Et Régis, votre blog Vue du droit et auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, si je vous convie un petit peu plus tôt que d'habitude, c'est car on va le dire, on a un petit groupe WhatsApp, on discute de nos informations du jeudi. Et puis là, en fait, on avait très envie de parler d'un sujet avant même d'attendre le jeudi. C'est ce fameux tir de LBD et le fait que la distance réglementaire des tirs de LBD passe de 10 mètres à 3 mètres. Alors, je précise, c'est une information Mediapart. Et d'après cette information, d'ailleurs, on le dit tout de suite, une décision de la gendarmerie nationale déconseille de suivre par principe de sécurité et de déontologie cette distance qui est passée donc à 3 mètres. On en avait déjà parlé hier avec un ancien gendarme. Eh bien, entre-temps, donc hier, la police a démenti cette information. Je les cite, faux, contrairement à ce qu'affirment certains médias, la distance réglementaire de tir des lanceurs de balles de défense n'a pas été réduite et un tel projet n'est pas envisagé. Voilà ce que dit aujourd'hui la police nationale. Alors, qu'en est-il vraiment ? On va en débattre et puis on va quand même aller sur le fond parce qu'a priori, il y a quand même un petit fond de vérité sur cette distance réglementaire qui passe de 10 à 3 mètres. Voilà, toutes les questions qu'on pose à Alexandre Langlois, à Régis de Castelnau. Alexandre Langlois, pour commencer sur cette information démentie par la police, mais qui avait déjà avant qui avait quand même suscité la réaction de la gendarmerie nationale. Qu'en pensez-vous ? C'est carré, c'est des militaires, et je ne pense pas qu'ils prennent des décisions et qu'ils commencent à envoyer leur centre national donc d'entraînement des forces de la gendarmerie en disant bah non, ils n'auraient pas mis cette institution dans la boucle si jamais il n'y avait pas de fumée sans feu, j'allais dire. Et résultat des courses, c'est pas la première fois que la gendarmerie se dissocie de la police nationale. C'était déjà des fois sur le maintien de l'ordre aussi, c'était dissocié sur les méthodes de la police nationale. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez cohérent. Et donc du coup, quand le ministère dit c'est faux, très bien, ils ont envoyé un tweet. On a quand même un Gérald Darmanin d'habitude qui envoie tout le monde au tribunal pour tout et n'importe quoi. Là, il n'y a malheureusement pas de plainte et ça a été fait par le SICOP, le service de communication du ministère de l'Intérieur. Donc je rappelle, le SICOP va avoir des journalistes qui ont voulu travailler sur des reportages au sein de la police nationale. En fait, les vidéos doivent être envoyées au SICOP qui choisit les morceaux de vidéos qui sont gardés ou pas. Donc en fait, ça montre aussi que c'est plutôt un organe de propagande plutôt qu'un organe d'information, le SICOP. Et donc voilà, c'est toutes les petites pistes qui jalonnent, qui disent pour le moment, on attend la suite. Et dernière chose, Mediapart, quoi qu'on puisse penser de ce média, en général, a des informations vérifiées et sur-vérifiées pour justement taper sur les gens parce que un petit peu, donc d'attendre à voir le document de Mediapart pour voir ce qu'on peut en dire derrière, mais je pense que c'est plutôt un rétropédalage du ministère qui se dit on a testé un truc, ça a raté, du coup on l'a jamais dit, vu que c'est une instruction, il y a beaucoup d'oral au ministère de l'Intérieur, on va le mettre à la trappe et puis on va passer à autre chose. Voilà, mais après. Et puis on le repassera quand ce sera un petit peu moins visible en fait. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas aussi à une publication de Mediapart qui en a fait une publicité peut-être indésirée.
Je pense qu'il y a quelques années, moi je m'étais battu à l'époque quand ils avaient changé par exemple pour le LBD, la formation du LBD c'était un tir de 5 balles tous les 3 ans et c'était passé à tous les 5 ans et il n'y avait pas eu de relais médiatique et pourtant il l'avait fait tranquillement pour des raisons d'économie budgétaire en sous-entendant que comme de toute façon cette formation est juste un tampon bureaucratique pour dire l'administration vous a formé, qu'ils pouvaient faire des économies sur la formation des policiers au tir de LBD. Et c'était passé comme une lettre à la poste parce que malheureusement on n'avait pas eu le relais médiatique pour dire attention il y a une dangerosité à la fois pour les citoyens qui vont se faire tirer dessus et pour les policiers qui seront mis justement en difficulté, qui seront lâchés par leur hiérarchie derrière parce qu'il y aura un tampon administratif qui dit c'est validé. Et là, la même chose qui peut se produire. Si ça n'avait pas eu Mediapart, je pense qu'on aurait pu aller dessus. Et s'il y avait eu un tir létal à moins de 3 mètres, ce qui est déjà, je rappelle que le LBD n'est pas une arme non létale, mais à létalité réduite. Il y a des gens qui sont tués par des LBD. Et du coup, le ministère s'en serait lavé les mains en disant, il y a le constructeur qui a dit ça. On a dit que c'était une possibilité, mais pas une obligation. Enfin, on connaît toute la rhétorique habituelle du ministère pour se défausser sur le dernier échelon de ces turpitudes. Oui, alors ça, c'était très intéressant. On en parlait déjà hier avec un ancien gendarme qui nous expliquait d'ailleurs qu'il était très fier que la gendarmerie ait pris une position différente et qui nous expliquait qu'en effet, le fait de réduire cette distance permettrait d'empêcher une quelconque attaque finalement contre les policiers. On pourrait, d'une procédure judiciaire, on pourrait pas dire ils n'ont pas respecté la distance légale puisque finalement cette distance a été revue à la baisse. Donc ça pourrait aussi avoir une cause procédurale en fait. Qu'en pensez-vous, Régis de Castelnau, avocat justement sur écoutez, cette question-là? Déjà, je suis quand même un peu surpris que l'usage de ce qui constitue une arme, dont Alexandre vient de nous rappeler qu'elle était à létalité réduite, c'est-à-dire qu'elle peut tuer, c'est puissant. Elle a déjà beaucoup éborgné, beaucoup blessé, donc effectivement, elle peut tuer. Et que ce soit au travers je veux dire, d'instructions dans un cadre réglementaire qui est quand même très flou, et puis sur lequel on fait des tests, comme Alexandre vient de nous le dire, on tâte un peu le terrain. Je trouve ça déjà complètement étonnant. Parce que je vais quand même rappeler une chose, c'est que l'État est titulaire de ce qu'on appelle la violence légitime. La violence légitime, alors on en parle beaucoup, la violence légitime, c'est-à-dire qu'il a le droit, lui, de prendre un certain nombre de mesures, il a le pouvoir sur les corps et il est dans le maintien de l'ordre autorisé à utiliser une certaine violence. Le problème, c'est que c'est encadré juridiquement. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est normalement très encadré. C'est-à-dire qu'un policier, dans l'usage de la violence, est plus exposé au plan pénal qu'un simple citoyen. C'est-à-dire que c'est une circonstance aggravante qu'un titulaire de la violence légitime, c'est-à-dire le policier, alors la circonstance, abuse de cette violence. Or, clairement, 3 mètres, enfin, là, je me tourne à nouveau vers Alexandre, 3 mètres, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, ça veut dire que, alors après, il y a un problème de justice parce que le contrôle de l'usage proportionné et normal de cette violence légitime, c'est le juge, normalement. Alors, ils n'ont pas montré au moment de l'affaire des Gilets jaunes une grande célérité. Là, il s'agissait effectivement d'une répression contre les couches populaires et ça, les magistrats, ils considèrent que c'est normal. Bien. Donc, mais quelque part, je pense que la mise en place d'une réglementation de cette nature, et je réitère ma question, Alexandre, sur c'est énorme. 10 mètres, 3 mètres, c'est énorme. Oui. Est-ce que ça a vraiment été imaginé? Mais là, si c'était le cas, je pense que ça exposerait ceux qui ont pris la décision, ceux qui prennent les mesures avec les instructions. On ne sait pas trop quelle forme elles prennent. Je pense que eux s'exposeraient à la justice pénale, sans problème. Oui, ça c'est une question que je vais vous reposer après, Régis de Castelnau. Ce qui est sûr, c'est que le constructeur, lui, dit qu'il faut une distance de 10 mètres minimum. Donc les 10 mètres qui étaient déjà, en tout cas ça c'est sûr, ici autorisés, on va dire, réglementés, c'était le minimum finalement. Donc déjà on était, on va dire, borderline. Aujourd'hui, on passerait en dessous de la distance recommandée et donnée par le constructeur. Donc on voit bien qu'en effet, moi je me demande si même comme ça, pénalement, il n'y a pas un problème pour la prise de décision gouvernementale sur ce sujet-là. Si on
En fait, sur le LBD, depuis le début, on a l'impression que c'est une arme, ça a commencé avec les flashballs, où la France a toujours été sur un point ambigu. Ça a commencé à être équipé dans la police, on va faire une petite genèse, en 1995, par l'époque Claude Gléan, qui était directeur général de la police nationale, qui après pu devenir ministre de l'Intérieur et qui est parti avec quelques petites peintures sur ses frais personnels. Je rappelle, voilà. Mais du coup, à l'époque, il avait dit, on va tester les flashballs dans les banlieues pour voir ce que ça fait. Donc déjà, il avait une zone d'expérimentation, il a fait des expérimentations, et après, ils l'ont étendu au fur et à mesure. On dit, c'est quand même pas mal, ça marche, ça met les gens à terre. Ils l'ont continué de le développer pour le mettre en maintien de l'ordre par la suite, qui est normalement une arme qui cible individuellement les personnes. Le maintien de l'ordre, c'est une gestion de la foule. Normalement, on utilise des canons à eau, éventuellement des gaz pour disperser les gens, mais le LBD n'est pas adapté à du maintien de l'ordre. Pourtant, ils l'ont mis en maintien de l'ordre. Et aujourd'hui, c'est là où ça a dévrayé le plus la chronique. Ensuite, sur ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron aussi, c'est que déjà, pour faire des économies, ils n'ont pas pris les cartouches recommandées par le constructeur. Oui, tout à fait. Ouais. Donc déjà, à l'époque, ils avaient fait des économies, mais ce qui veut dire que le constructeur avait dit, oui, maintenant, ça multiplie plus, ça éborde, ça fait des choses graves, et parce que tu n'utilisais pas les bonnes cartouches, parce que les voies sont plus dures, sont plus ci, plus ça. Deuxième chose, à l'époque également, et c'est pour montrer quand même une certaine volonté de nos politiques, et c'est là où on se différencie aussi de l'estampillon, la force légitime, et on transforme ça en force légale. C'est-à-dire que c'est la loi qui le dit, mais c'est pas forcément légitime. Et c'est là toute la différence, pour moi, un régime démocratique et républicain où la force légitime et légale se confondent, et là, on a l'impression qu'elles se divisent sur deux choses complètement différentes. Et on dira, la loi m'autorise à le faire, voilà. Et donc, du coup, sur ces LBD, avec la munition qui était différente, en fait, il fallait régler le viseur différemment, parce qu'en fait, effectivement, il y a un petit viseur tiré, pointé, touché. Et en changeant la munition, c'est le viseur ne touche plus à l'endroit visé. Ah oui. Et dans les instructions, les manuels d'instruction de la police nationale, il est interdit aux fonctionnaires de toucher au viseur. C'est que les centres de formation qui peuvent le faire. Ce qui veut dire que c'était fait exprès, qu'on puisse tirer pas au bon endroit déjà. Donc là, en fait, on est sur la Oui, ça commence à poser des vrais problèmes, oui. De l'aboutissement de la logique gouvernementale, à dire, voilà, pour le monde, on a fait n'importe quoi. Il y a des policiers qui ont été pris à faire des tirs non réglementaires pour régler le problème. Plutôt que d'encadrer plus strictement, on va plutôt descendre on va régler le problème en enlevant la barrière qu'on avait mis au début, qui était elle-même mise par le constructeur. Donc, en fait, au fur et à mesure, plutôt que d'encadrer les choses, on diminue les choses. Et je rappelle qu'il y avait sur le nouveau schéma du maintien de l'ordre, savoir que le LBD ne sert pas qu'en maintien de l'ordre, il sert aussi dans des émeutes, il sert aussi dans des endroits à des alternatives à l'usage de l'arme à feu. Mais il y avait sur le maintien de l'ordre l'usage d'un superviseur qui peut autoriser les tirs. Ce qui se faisait par exemple en CRS et en gendarmerie mobile. Et ce qui ne se faisait pas dans les unités de BAC, etc., qui étaient qui posaient les tirs les plus problématiques. Et il y avait une option de dire, on va filmer ces tirs. Ces tirs ne sont jamais filmés, il n'y a pas eu des choses mises en place. Et enfin, dernière petite anecdote, il y a un fabricant français qui proposait de régler le problème, qui fabriquait des armes similaires, qui sont des LBD, mais qui ne sont pas les lanceurs suisses qu'on apporte pour le moment, et qui avait dit, moi dessus, je les équipe de caméras qui seront avec des boîtes noires. Comme ça, s'il y a besoin que la justice vérifie, on pourra, mais on ne pourra pas filmer la vie privée des gens et tout ce qu'on veut. Son offre n'a pas été reçue, parce qu'il y a aussi également un problème aussi, donc là, c'est pas spécifique au LBD, mais il y a aussi des passages aussi un petit peu de pantouflage entre la fonction publique d'achat des armes et les entreprises vendeurs d'armes pour l'administration. Donc, il y a aussi des petits problèmes de cohésion, ce qui n'est pas avec les Suisses, mais ce qui est le problème pour les grenades, notamment dites lacrymogènes. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un ensemble de choses qui dépassent largement, le focus. En fait, là, on est encore une fois de plus au sommet de l'iceberg, et quand on tire le fil, on voit bien que le LBD, il y a des conflits d'intérêts sur les armes, il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes d'économie budgétaire et surtout une sacrée hypocrisie politique. Avec tout ce que vous entendez, Régis de Castelnau, je me demande, et vous allez nous dire en tant qu'avocat, si finalement le gouvernement, le ministère de l'Intérieur n'est pas lui-même en faute. On voit des cartouches qui font que de toute façon, on ne touchera pas là où c'est prévu, que de toute façon, avec ces distances, on met en danger la vie d'autrui. Ça pose de grandes questions tout de même. Mais écoutez, on est en présence. Moi, je bois les paroles d'Alexandre parce que tous ces aspects techniques, je ne les connaissais pas. Mais je constate d'abord une forme d'improvisation. Je constate l'expression d'intérêts parfois contradictoires où l'argent a son rôle. Mais je constate aussi que pour ce qui concerne l'usage d'une violence légitime qui peut s'avérer létale, on est dans le désordre le plus total. Or, le fait d'exposer
je veux dire autrui, c'est-à-dire des manifestants, des passants, comme c'est arrivé, à des risques de blessures, voire de mort. Je crois qu'il y a eu une affaire à Marseille où on a retrouvé quelqu'un qui était mort, mais qui manifestement avait reçu un projectile de LBD dans la poitrine. Donc le problème, c'est que oui, tous ceux qui mettent ça en place, tous ceux qui sont dans l'improvisation, tous ceux qui font des petits tests comme Alexandre nous l'a décrit pour voir un petit peu comment ça va réagir, ils exposent leurs responsabilités sur le plan pénal, évidemment, parce que le policier qu'on autorise à l'utiliser à 3 mètres, entre 10 et 3, disons, c'est lui qui va infliger la blessure, mais le responsable, c'est celui qui lui a donné l'ordre, ou la possibilité d'ailleurs, hein, puisque l'instruction, c'est quasiment un ordre. Donc, alors, si vous voulez, la gendarmerie, c'est assez habile, parce que, si vous voulez, le fonctionnaire, il a un devoir d'obéissance. Hein. C'est l'article 25 du statut général de la fonction publique, sauf si l'ordre est manifestement illégal. Donc, vous imaginez bien que dans une manifestation, dans le brouhaha, l'usage du LBD, l'usage fautif, tel qu'on vient de le décrire, c'est-à-dire à une distance inférieure à 10 mètres, celui qui en est vraiment le responsable, c'est celui, et je me répète, qui a donné l'ordre. Donc la responsabilité pénale, elle va remonter au donneur d'ordre. Elle va remonter. Comment voulez-vous que le policier qui est confronté à une manifestation violente ou qui reçoit des ordres de dispersion puisse considérer à ce moment-là que l'ordre qu'on lui a donné est illégal? C'est pas possible. Oui, mais ça c'était en théorie, pardon. Mais dans la réalité, on voit bien, Alexandre Langlois nous a déjà raconté d'autres affaires où finalement c'est souvent le policier qui est inquiété et pas la hiérarchie. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais comment voulez-vous que, si vous voulez, on arrive à une situation qui est quand même assez extraordinaire. Je vais vous lire juste un petit quelque chose. On a un préfet de police à Paris qui a été ministre, je le rappelle. Il a été secrétaire d'État. À propos de l'interdiction des manifestations, on lui pose la question. La France, seul pays à interdire les manifestations pro-Palestine, un problème de maintien de l'ordre. Et donc, elles sont toute cette polémique sur ces manifestations pro-palestiniennes interdites. Et voilà la réponse de Monsieur Nunez. Ce n'est pas une question de maintien de l'ordre. Le critère est immatériel, il est moral. Voilà un monsieur qui ne connaît pas les règles de la Constitution française en matière de droit de manifestation. Enfin, c'est extraordinaire. Oui. C'est voilà, grotesque. Et malheureusement, on voit que se met en place, y compris, moi, je me répète, parce que ce que a dit Alexandre sur la façon d'opérer, c'est-à-dire sur ces façons de communiquer pour faire des tests, pour voir comment ça va réagir, c'est très inquiétant quand même. On est dans une situation de durcissement, une situation comment dire, d'atteinte aux libertés fondamentales qui est quand même impressionnante. Il y a eu une manifestation qui a été interdite. L'interdiction a été validée. Je pouvais la comprendre. Hein, on craignait des affrontements. Une manifestation donc qui a été interdite. Il y a eu 1500 amendes de 135 € qui ont été délivrées, c'est-à-dire y compris à des passants, hein, des gens qui étaient là. Et la récidive, c'est 750 €. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où effectivement, il n'y a eu aucun incident, hein. Il y a eu une manifestation un petit peu sauvage comme ça, hein, sans aucun incident, hein, et moyennant quoi, on met en place une répression massive de cette nature. Donc les gens ont peur de sortir de chez eux au bout d'un moment. Alors, en tout cas, ils vont pas à ces manifestations, hein, et Madame Borne est contente. Et donc, ce que j'entends concernant l'usage du LBD, c'est la caractéristique d'un régime, d'un système qui est à la dérive sur le plan des libertés publiques. Oui. Alors, beaucoup de questions que vous avez abordées, notamment cette question qui est fondamentale. On est dans une forme de processus de durcissement du système répressif. On l'a vu, on en avait déjà parlé l'année dernière avec la commande des centaures. C'est quand même ultra symbolique. Donc, encore de l'artillerie lourde, encore du système guerrier pour de la répression, du maintien de l'ordre. Alexandre Langlois.
oublié de dire aussi, c'est que le LBD est classé en arme de guerre. Hein, donc, Oui, voilà. c'est pour ça que je dis encore. Voilà, donc effectivement, ça pose des questions aussi d'avoir des armes de guerre pour réprimer son propre peuple. Et d'ailleurs, les armes comme le LBD ou tout ça sont pas forcément utilisées par les autres pays. Il y avait les États-Unis qui les ont utilisés pour les émeutes à Los Angeles en 2011 et les Israéliens donc s'en servent aussi pour maintenir l'ordre à Gaza. Mais ce que je veux dire, c'est des endroits très particuliers où on les utilise. La deuxième chose aussi, c'est que on montre aussi l'hypocrisie du ministère sur la gestion des armes de façon plus générale. Il y avait à un moment, on n'avait plus assez de cartouches dans la police nationale, il n'y avait plus assez de cartouches pour tirer au pistolet mitrailleur, parce qu'il y avait certaines cartouches qui avaient été considérées défaillantes. Il a suffi d'un coup de tampon au ministère pour dire toutes les stocks défaillants sont de nouveau valides pour qu'on puisse les tirer. Donc je veux dire, ça montre qu'en fait derrière l'administration, par des tours de passe-passe bureaucratiques contre des choses techniques, se dit il n'y a pas de problème. Ensuite sur le LBD aussi, il y a une chose importante. Là, je fais une distinction aussi sur la gendarmerie et la police. Même les CRS sont formés par 5 tirs tous les 5 tirs tous les 3 ans, tous les 2 ans, et ils sont ça dans une salle aseptisée, c'est-à-dire dans un contexte absolument pas opérationnel. Quand la gendarmerie fait des essais, ça leur prend plus de munitions effectivement, mais ils sont dans un contexte avec des fumigènes, avec des gendarmes qui jouent les plastrons, c'est-à-dire que s'ils ratent leur tir, ils blessent un de leurs collègues de travail. Ce qui veut dire qu'ils sont en situation beaucoup plus réelle, et d'ailleurs c'est ce qu'on a pu voir pendant le mouvement des Gilets jaunes. Les gendarmes mobiles n'ont quasiment pas été inquiétés pour des mauvais tirs de LBD, les CRS un petit peu, mais pas beaucoup, et les unités qui sont les moins bien formées, les BAC et toutes les unités civiles, elles sont pris effectivement plein de choses. Et derrière, il n'y a pas de responsabilité hiérarchique, justement. Et pour revenir à cette responsabilité hiérarchique, une fois de plus, un usage des armes, c'était un cas emblématique. Quand Jérôme Rodriguez a été blessé place de la Bastille pendant le mouvement des Gilets jaunes, immédiatement, le ministère a dit on va chercher le coupable. Et c'est le ministère qui a lancé les poursuites contre le fonctionnaire. Et une fois que la procédure est engagée, donc là peut-être Régis pourra en dire plus, mais ce que j'avais vu l'avocat m'a dit qu'une fois que la procédure est engagée, on va pas porter plainte plus largement parce qu'on doit réintroduire une procédure et ça va être compliqué. Donc du coup, ça c'était sur un autre sujet, peut-être pas sur Régis, mais en tous les cas, il a dit que le ministère en fait attaque ses propres troupes pour focaliser l'action de la justice sur un responsable et éviter qu'on remonte les échelons. Donc ça, peut-être que Régis va pouvoir développer de ce côté-là, parce que moi j'avais trouvé ça très unique, mais peut-être que l'avocat que j'avais croisé ne maîtrisait pas tout. Oui, non mais voilà, c'est une vraie question. Je pense que je vais répondre techniquement. Effectivement, on peut, la victime peut déclencher l'action publique. Alors, il dépose une plainte simple. Au bout de 6 mois, s'il n'y a pas eu de suite à cette plainte, si elle n'a pas donné lieu à la désignation d'un magistrat instructeur, qui est un magistrat du siège, et non plus un magistrat du parquet, donc autorité de poursuite, eh bien à ce moment-là, on dépose une plainte avec constitution de partie civile qui déclenche cette action publique. Bien, à partir du moment où l'initiative appartient au ministère, Alexandre a raison, c'est tout à fait vicieux. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, c'est le ministère qui a la maîtrise de la procédure. C'est-à-dire que la victime n'a plus du tout, la possibilité de déposer une plainte qui ne servirait à rien. Il a la possibilité, dans le cours de la procédure, de se constituer partie civile. Donc, il va devoir attendre que la procédure, alors il y a la procédure disciplinaire, il y a la procédure pénale, on sera en matière d'enquête préliminaire, le parquet a toute latitude pour faire ce qu'il veut, et ensuite seulement, au bout de la fin de cette enquête préliminaire, s'il décide de confier l'instruction à un juge, la victime pourra se constituer partie civile. C'est-à-dire qu'elle va être dans une situation d'attente du bon vouloir, alors de celui qui a déclenché la procédure, c'est-à-dire l'État, le ministère, et l'attente du parquet. Et on peut imaginer très bien la connivence qui existe dans la gestion de ces procédures. Et d'ailleurs, moi j'en avais parlé dans mon bouquin sur les gilets jaunes, mais c'était très caractéristique. L'affaire du pompier volontaire qui a été blessé à Bordeaux, une affaire parce qu'il y avait eu des vidéos, etc., a été gérée de cette façon-là. Le préfet s'appelait Didier Lallemand à l'époque. Oui. À Bordeaux. Mais justement, est-ce que Régis Casino, on peut pas aujourd'hui, a priori,
c'est-à-dire avant d'avoir une victime, déjà, je sais pas, porter plainte contre cette mesure, puisque on l'a vu finalement, elle est fondatrice d'un danger en soi, avec les distances respectées du consulteur. Le problème avec ce que vient de nous décrire Alexandre, c'est que les formes de cette décision, on les connaît pas. Là, pour l'instant, non, mais et oui, donc il y a eu une campagne de presse autour de l'article de Mediapart. Les gendarmes ont dit, nous, on invite à ne pas. Enfin, ils ont pas dit ça comme ça. Hein, ils ont dit qu'il fallait être extrêmement prudent. Alors, je me tourne vers Alexandre. Ça prendrait quelle forme si c'était effectivement mis en place? Ça prendrait quoi? Ce serait une circulaire, une instruction? Ce serait comment? Ça dépend des moments. En général, pour de ça, c'est des instructions. Je sais que, par exemple, pour le passage de tirs tous les 2 ans à 3 ans des tirs de LBD, ils ont fait ça par instruction. Au niveau de la police nationale. Donc, c'est un document administratif très compliqué à avoir parce que je sais que j'avais travaillé avec certains chercheurs qui cherchaient les notes de service et les instructions au niveau du ministère. C'est très compliqué de les récupérer. Donc, pour porter plainte contre quelque chose, il faut encore avoir l'objet de la chose. Et quand on demande au ministère de fournir les éléments, ce qu'on peut demander au ministère de donner les éléments mis en cause, en général, il faut saisir un jury administratif qui oblige le ministère à envoyer les documents pour ensuite faire la chose. Donc, en fait, on est face à une administration très compliquée. Ouais. Et je vais donner une petite anecdote pour montrer quelle est des fois l'hypocrisie de ce ministère. J'avais été mis en cause pour avoir dénoncé la falsification des chiffres de la délinquance à Marseille. L'administration a fait un audit. Et l'audit, ils ont dit, on a fait un audit, c'est bon, donc on a fait notre part du travail, vous pouvez rien nous reprocher. Sauf que l'audit confirmait que les chiffres étaient falsifiés. On a dû attendre la décision du juge administratif, parce que malgré X demandes de mon avocat pour avoir le document, c'est le juge administratif qui a dû forcer l'administration, donc ça fait du temps. Donc en fait, le ministère de l'Intérieur est un ministère très opaque, qui ne veut surtout pas de transparence, qui met des bâtons dans les roues à tous les niveaux pour décourager les gens. Et effectivement, pour les gens qui ont le temps, c'est possible, mais ça prend des procédures très longues. Et là, Régis, pour dire le délai des procédures en France, je ne pense pas que ça s'améliore en ce moment. Et ce qui veut dire que le temps individuel des personnes n'est pas du tout le même temps que l'administration a. Évidemment. En fait, on est face à une machine bureaucratique qui peut se dire, moi j'ai 10, 20 ans, mais nous, notre vie, elle peut être faite. Et puis, pendant ces 10 et 20 ans, le temps que les procédures aboutissent, déjà, ils ont pu changer 10 fois les instructions. Et puis, il y a pu avoir des dommages, des blessés, voire des morts qui se sont produits. Donc, en fait, on est sur quelque chose de complètement aberrant. Ouais, alors, Alexandre... Et une petite précision quand même avant que vous repreniez la parole, Régis de Castelnau. On a beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces, mais il faut en mettre un petit peu plus des pouces, j'en vois pas beaucoup. Et on est presque à 2000 en direct. Donc, n'hésitez pas à mettre des fleurs, des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez pour faire monter notre référencement. Allez, on vous écoute, Régis. Voilà, envoyez des fleurs. Bon, donc, oui. Et les chocolats. Alexandre, voilà, il pointe un problème très important qui est celui double d'ailleurs. Premièrement, c'est l'opacité dans laquelle tout ça se déroule. Le contrôle citoyen ne peut pas se faire. Alors il faut qu'il y ait des gens comme lui ou d'autres qui se bagarrent, qui essayent de faire avancer les choses. Et là, on se heurte à une forme d'inertie, à une lourdeur extraordinaire. Je vais prendre l'exemple de la façon dont on peut se faire communiquer des documents par l'administration. C'est-à-dire que depuis 1978, c'est pas d'hier. Il y a ce qu'on appelle la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, où on peut demander que des documents soient communiqués. La CADA rend un avis, mais cet avis, l'autorité de l'État, l'administration, n'est pas obligée de le suivre. À ce moment-là, son refus est soumis au juge administratif qui peut rendre une décision faisant obligation. Moi, j'en ai vu qui mettait du temps ensuite à être exécuté, des décisions du tribunal administratif. C'est 2 ans. Il faut 2 ans, donc c'est-à-dire que les choses se sont passées et elles ont changé. Donc, ce système d'opacité, il est totalement antidémocratique. Donc, ce sont des instructions. Alors, d'abord, il faut les connaître. Une fois qu'on les a récupérées, on peut tout à fait faire un recours devant le tribunal administratif parce que on va considérer que c'est ce qu'on appelle des décisions faisant grief et donc ouvrant le droit au recours pour excès de pouvoir. Bien. Donc, à ce moment-là, on pourra saisir le tribunal administratif, lequel a ses propres délais. Donc, si jamais il y avait une instruction sur le passage de 10 mètres à 3 mètres, avant que le juge soit
ce que vous disiez, Clémence. Est-ce on peut pas prévenir A priori, et mettre en cause ces décisions si on peut? Mais rendez-vous dans 5 ans. Oui, c'est ça. Et deuxième chose, une fois qu'on a mis en place finalement cette culpabilité, finalement, qui est coupable? On le voit, on avait parlé déjà avec la préfecture de comment ça s'appelle, de l'académie de Versailles, voilà, l'ancienne préfète de l'académie de Versailles. On a bien vu que finalement, bon, elle est partie et puis elle ne sera jamais inquiétée malgré toutes ces prises de décision qui ont pu indirectement au moins amener jusqu'à la mort de certaines personnes. Donc comment on peut aujourd'hui arriver dans une administration qui finalement n'est jamais responsable de rien? C'est quand même très très inquiétant. Et là on le voit avec les tirs des LBD. C'est une mise en danger directe d'autrui et on ne peut pas accuser qui que ce soit dans cette histoire. Je voulais ajouter quelque chose. En attendant le début de notre émission, j'ai entendu l'émission précédente et avec l'histoire des Twitter du No Tweet, enfin je sais oui, no Twitter Day là, de ce groupe lancé par les fact-checkers, oui. Voilà, des fact-checkers. Ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont un culot d'acier, ces gens-là. Parce que la plupart d'entre eux ont été les bénéficiaires du fonds Marianne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont receleurs de délits de favoritisme, de détournement de fonds publics, il y a de l'escroquerie, de l'abus de confiance, hein, et ils viennent parader soutenus, on le sait bien, hein, par toute la caste. Oui. C'est quand même extraordinaire. Or, il y a eu des plaintes déposées, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Le parquet, paraît-il, s'en est saisi. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il y a une impunité extraordinaire. Si vous voulez, la mécanique de la mise en place de cette société illibérale, d'une société qui, à mon avis, entretient des rapports désormais assez lointains avec une véritable démocratie, hein, il y a tout un tas de mécanismes. On se rappelle de la réforme du Code du travail, de la réforme des procédures de prud'homme, hein, ça a asséché complètement, le nouveau système a asséché les conflits du travail, hein, au détriment bien évidemment des salariés. Exemple d'hier, une affaire au prud'homme, hein, qui a été entamée il y a quelques semaines. On a eu le parcours procédural, puisqu'on dit à telle date faudra avoir fait ça, à telle date l'affaire sera jugée en septembre 2025. Hein, d'accord. En première instance, septembre 2025, la personne a perdu son emploi, elle a besoin de ressources, etc. Exactement, il faut avoir le cœur et le porte-monnaie bien accrochés. Et la patience, et puis au bout d'un moment, mais si vous voulez, le flux des affaires de prud'homme a été divisé par 10, puis c'est tout. Mais à cause de ça. Alors, il y en a qui nous demandent d'ailleurs, Régis, attaquez-les, on va faire une cagnotte pour les attaquer. Bon, on va voir ce qui peut être réalisé après. Alexandre Langlois, sur tout ce qui vient d'être dit. Alors, c'est que effectivement, il y a le côté pourquoi l'administration il y a jamais de responsable qui tombe. Parce qu'on attaque au tribunal administratif. Le tribunal administratif condamne l'État français, le ministère, mais condamne pas des personnes. Et j'avais eu la réflexion d'un haut commissaire de la police nationale. Tant que l'administration ne sera pas condamnée à 100 fois ce qu'on doit, on sera tranquille parce qu'on est rentable, parce qu'en fait on est attaqué qu'une fois sur 100. Et donc même si on est condamné au double, en plus le juge administratif est aussi soucieux des deniers publics et en général ne met pas des grosses amendes ou des grosses pénalités à l'État parce que c'est nos impôts qu'on envoie. Voilà. Deuxième chose, il faut attaquer au pénal. Donc, ça veut dire qu'on multiplie par 2. Si on veut casser une décision, pour la casser, c'est tribunal administratif. Et après, pour attaquer les responsables, c'est du pénal. Pour les attaquer en nom propre. Et là, du coup, c'est une deuxième procédure, avec un deuxième financement, avec des deuxièmes coûts, et avec un pénal où, comme on l'a pu le répéter régulièrement ici, les procureurs sont, comme l'a dit Emmanuel Macron, aux ordres du pouvoir exécutif. Donc, c'est compliqué d'avoir des procédures cadences. Et après, il peut y avoir des classements. Je sais que, par exemple, je donne l'exemple dans l'affaire Benalla, le syndicat Vichy, dont j'étais secrétaire général, avait porté plainte contre X pour avoir tous les responsables. La justice a considéré que X, c'était personne.
Voilà, c'était le Benalla, les commissaires, mais surtout, on n'allait pas monter au-dessus, remuer ce qui peut se passer. Donc, en fait, c'est aussi cette appréciation de la justice de dire qui est X, où ça va. Et du coup, pour avoir une responsabilité pénale d'une personne, il faut aller au pénal pour tout l'argent et il faut encore que derrière, la justice puisse suivre. Ou alors, après, il faut un juge d'instruction. Enfin, ça commence à faire des procédures à rallonge. Et les gens n'ont pas forcément les moyens et le temps, à la différence de l'État qui paye la défense de toutes ces personnes si nécessaire. Oui, l'État, donc nous, c'est quand même marrant. Oui. C'est-à-dire que si de toute façon l'État doit payer une amende ou je sais pas quoi, de toute façon c'est encore nous qui payons. C'est jamais les personnes responsables vraiment, les personnes qui ont eu et puis qui ont eu le temps d'aller pantoufler ailleurs au passage. Voilà. Mais je voudrais, Clémence, ajouter une petite chose sur les mandats d'Emmanuel Macron. Il y a un traumatisme de la Macronie qui est celui des Gilets jaunes. Jusque à ce moment-là, la Coupe du Monde 2018, le mandat a été commencé depuis 1 an. Il n'y avait pas eu d'état de grâce, mais il n'empêche qu'il y avait une espèce de tranquillité. On se croyait un petit peu tout permis. Et sont arrivés les Gilets jaunes, et ça, depuis cette date, ce système, ce régime a peur des Français. Il a peur du peuple, il s'en méfie, et toute la suite, avec naturellement le soutien d'une partie de l'arc politique, a mis en place des dispositifs visant à s'en protéger, à se protéger du peuple, parce que quand on le matériel, c'est comment ils s'appellent ces véhicules, les Centaures, c'est ça? Les Centaures, oui. Non mais c'est monstrueux quand on les voit passer. On va rappeler ce que ce sont les Centaures. Peut-être qu'Alexandre Langlois, vous avez une définition plus précise que celle que j'aurais. C'est des véhicules de gendarmerie, des blindés, et après, je n'ai pas plus, creusé la question. Oui, mais ce sont des blindés, il me semble, qui sont à l'origine, ont comme objectif d'être sur des opérations de scène militaire. Oui, parce qu'ils peuvent être équipés de mitrailleuses, ils disent au maintien de l'ordre qu'ils les enlèvent. Bon, ils peuvent toujours les équiper, mais je pense pas que la gendarmerie le fasse. Et après, malheureusement, c'est qu'après, la gendarmerie joue double casquette. Enfin, l'État joue la double casquette de la gendarmerie. Il y a 5% des effectifs de gendarmerie qui sont en opération extérieure pour des opérations de sécurité, des bases militaires françaises à l'étranger, etc. Donc là, qui peut justifier qu'ils sont là, mais le problème des Centaures, ils sont déployés en France pour du maintien de l'ordre. Donc ça pose question sur, cette double casquette de la gendarmerie, cette hypocrisie gouvernementale qui joue sur tous les tableaux pour récupérer du matériel militaire à des opérations de police. Ouais. Bon, en tout cas, pour revenir sur le phénomène, oui, il y a ce que je disais, je commençais à dire tout à l'heure, et vous avez raison de revenir dessus, Régis, parce que c'est quand même le fond de notre question aujourd'hui. C'est ce durcissement, on le voit avec les tirs de LBD, on le voit avec ces Centaures, on le voit en général dans la manière de la répression de la population, notamment lors des manifestations, ou même des interdictions des manifestations a priori. Donc, on a un système de plus en plus dur avec ce peuple-là, et peut-être que c'est là où vous vouliez en venir, Régis. On sent qu'il y a une distinction entre différentes cibles, en fait, on va dire, qui font peur, plus ou moins peur au gouvernement. Ben, écoutez, moi, ceux qui me connaissent savent que je radote, parce que je reviens là-dessus, c'est que vous avez tout un tas d'équipements, vous avez tout un tas de réglementations, vous avez une répression de masse contre les mouvements populaires. En revanche, il y a toute une délinquance qui est quasiment en voie de dépénalisation. La fameuse histoire d'Argenteuil, où 2 personnes très âgées, 95 et 98 ans, ont été agressées sexuellement et en sont mortes, parce que c'est ça l'histoire. Eh bien, la personne qui a fait ça a été mise en liberté, sous contrôle judiciaire, et des histoires comme ça, on en a tous les jours. Il y a ce qui se passe à Nîmes. Ça, c'est au niveau juridique, finalement. C'est encore plus qu'au niveau du système répressif. Oui, mais ces quartiers, je pensais à Nîmes, qui est devenu une espèce de capitale de la Kalachnikov. Y a pas, on n'a pas l'impression de mobilisation de moyens visant à traiter ces problèmes. Marseille, on doit être à 50 jeunes tués depuis le début de l'année dans des règlements de compte. Il y a eu cette jeune femme qui était dans son appartement en train de travailler, qui a pris une balle et qui en est morte, etc. Là, en revanche, les efforts, les moyens, la mobilisation pour la vie des gens, non, c'est classement sans suite, c'est qui est en déshérence. En revanche, les investissements pour réprimer des manifestations, ça n'arrête pas. Or, quand on voit les besoins, les manifestations sur la Palestine, il n'y a pas eu un incident.
quasiment. Pas eu un incident. Il y a eu des manifestations pro-israéliennes, des manifestations pro-palestiniennes. Hein. Il n'y a pas eu d'incident. Donc il y a une, non pas une surestimation, parce que ils savent très bien que la situation peut déboucher sur une colère populaire soudaine, comme ça s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc ils se préparent à ça. Hein. Mais en ce qui concerne le véritable maintien de l'ordre, c'est-à-dire de restaurer dans les métropoles, par exemple, les centres-villes, de restaurer le pouvoir de l'État, hein, de restaurer l'ordre dans les territoires perdus de la République. Non, ça c'est pas une priorité, sûrement pas. Ouais. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Régis de Castelnau, à ce sujet. Parce que j'ai pu jouer des réflexions aussi, des personnes qui disaient oui, maintenant, même le fait d'avoir une arme chez soi quand on est chasseur, etc., on nous demande de la rendre, alors que c'est quand même pas nous qui sommes inquiétants quand même pour le gouvernement. Visiblement, si. Finalement, c'est cette population-là qui peut entrer un jour en résistance. Et je sais pas qui en effet peut avoir un vieux fusil de chasse à la maison, qui a l'air de plus s'inquiéter plutôt que ceux qui ont des caves remplies de Kalachnikov. Alexandre Langlois. Il y a eu un contrôle très strict de tous les chasseurs qui ont dû rapporter leurs armes, montrer qu'elles étaient bien, qui avec qui. Ils ont fait un recensement très strict des gens qui finalement respectent la loi. Et donc parce que c'est plus facile d'aller s'occuper, entre guillemets, l'adage de la Macronie depuis le début, hein, fort avec les faibles, faible avec les forts. Donc là, un contrôle légal. Et puis si vous n'avez pas fait une déclaration, il y a un truc, bon, ça dépend sur qui on tombait. Mais c'était quoi, Alexandre, pardon, je vous coupe, mais c'était quoi l'objectif de ça? Parce on vous avait pas encore comme chroniqueur à ce moment-là, tous les deux. Et si on peut refaire un petit retour en arrière sur ce moment-là, vous vous rappelez l'année dernière, où donc on avait appelé toutes les personnes à découvrir les vieilles armes de leurs grands-parents qui restaient chez eux dans les vieux coffres, etc. C'est très dangereux. Et puis à renfort de BFM, on avait des communications pour nous expliquer que vraiment il fallait s'en débarrasser au plus vite et que d'ailleurs on ne serait pas, on pouvait éviter une amende si jamais on s'en débarrassait très vite. C'est ça, on avait voir les services de police ou de gendarmerie. Oui, c'était quoi l'objectif là par rapport à dites-nous vraiment l'objectif caché. J'en sais rien. Après, c'est des suppositions par rapport aux méthodes utilisées et les dernières notes de renseignement que j'ai pu faire. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont peur, en fait, tout simplement, que les gens à un moment s'énervent, ça, mais en disant nous on a des armes légales, donc on va pouvoir les sortir pour autre chose. Donc en fait, ils ont peur des jacqueries, des sorties des fourches, ils ont peur des campagnes parce qu'ils comprennent une plus haute campagne. Il y a moins de chasseurs en ville, il y en a aussi, mais moins. Et quand ils vont chasser de façon, c'est à la campagne. Donc en fait, c'est une mentalité qu'ils ne comprennent pas. En fait, quand on regarde le microcosme macronien, c'est Paris, intramuros, et le reste du monde, c'est cette vision-là. Donc effectivement, ça pose des difficultés derrière, et donc on doit tout contrôler, à la différence effectivement des Kalachnikov et tout ça. Et sur l'usage des armes aussi, comme on parlait des territoires perdus de la République, de la tranquillité publique, parce qu'en fait le quotidien, c'est même pas du maintien de l'ordre, c'est de la tranquillité publique, où tout le monde va pouvoir s'épanouir sur la voie publique, se circuler librement. Il y avait, on remplace par endroit, donc on met pas assez de fonctionnaires de police, donc il n'y a pas de possibilité, parce que si on veut éviter les infractions, il faut mettre des policiers et des gendarmes visibles. Personne ne va griller un feu rouge s'il y a une équipe de gendarmerie ou de policiers à côté du feu rouge. Je veux dire, à moins d'être vraiment aveugle ou un gros débile, on ne fait pas ça. Donc plus on déploie de gens sur la voie publique, plus ça évite du travail à la justice et ça évite surtout des infractions, et donc ça permet à chacun de vivre tranquillement. Et la même chose, c'est produit en maintien de l'ordre. Et il y avait un commandant de service qui avait témoigné dans une émission d'RT en disant on a remplacé les effectifs par des armes. Et du coup, si on a assez d'effectifs, on peut faire un maintien de l'ordre plus pacifique, on peut intervenir, on peut encercler les gens, on peut servir de bouclier, enfin de d'autres choses. Et on nous a enlevé nos effectifs pour qu'on tire sur les gens. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais c'est une décision politique entre armement et mettre des effectifs pour calmer les gens et dire il y a de la masse, on va pas faire grand chose. Voilà, on est capable de mettre de la masse uniquement a priori devant le Conseil constitutionnel pour la réforme des retraites. On avait l'impression d'être dans Star Wars, mais c'est non, effectivement, c'est compliqué. Allez, merci. Allez, rapidement, Régis. Dernier mot, la peur du peuple qui s'exprime avec cette histoire de contrôle des armes. C'est aussi la peur de l'autodéfense. Il y a la peur de la révolte, puisque Monsieur Thierry Breton a dit qu'il fallait interdire les appels à la révolte. Et donc, mais il y a également la peur de l'autodéfense, qui est très présente chez les magistrats, ce que je peux comprendre, hein. Mais là aussi, cette autodéfense ne serait que la conséquence de la démission de l'État dans le contrôle de l'espace public. C'est-à-dire qu'on l'a abandonné dans les grandes villes, mais pas seulement. Hein, maintenant, dans les campagnes, c'est ça aussi. Et on sait très bien que ça peut déboucher là-dessus. Et il suffit de voir, d'ailleurs, dès qu'il y a une affaire
d'autodéfense qui vient devant le juge, les magistrats sont extrêmement sévères, très injustes. D'ailleurs, ils condamnent systématiquement ceux qui se sont défendus. Oui. Alors qu'ils avaient appelé plusieurs fois, souvent. Plus contrôler. Oui, et souvent dans les histoires, c'est ces personnes-là qui sont passées à l'autodéfense ont eux-mêmes joué les jeux, on va dire, de l'État, en appelant plusieurs fois la police, etc., en disant attention, ça fait 3 fois que je me fais cambrioler, que les gens rentrent chez moi. Bon, la 4e, je sortirai mon vieux fusil. Bon, la 4e, il sort en effet son vieux fusil parce qu'il préfère ne pas se faire trucider directement, et c'est lui qui va être condamné. Donc, c'est vrai qu'on est dans une inversion des valeurs. Et là encore, est-ce que juridiquement, mais bon, c'est une question que je vous pose, mais à laquelle on répondra une prochaine fois, est-ce qu'on peut juridiquement même, acter le fait que l'État étant absent, finalement, le contrat entre guillemets social qui nous lie, la violence légitime, qui est normalement donnée aux mains de notre police et de nos forces de l'ordre, eh bien échoue. Donc finalement, de fait, la violence revient à chaque homme, à chaque privé. Enfin bon, c'est une question un peu abstraite, mais on y reprendra la prochaine fois, ou peut-être jeudi si vous le souhaitez. Avec plaisir, parce qu'elle est fondamentale. Eh bien, très bien. Allez, c'est un petit teasing pour jeudi. Merci Alexandre Langlois, Régis de Cassello. Merci beaucoup à vous deux.